Merci beaucoup pour la présentation. On va les laisser se présenter eux-mêmes. On a la chance d'avoir des lapidaires genevois et de la région, en tout cas qui viennent assez souvent sur Genève et puis j'aime Genève. On va commencer par toi Thibaut, si tu veux bien faire un petit présentation de chacun de vous par la suite. Bonjour, je m'appelle Thibault Leclerc. Ça fait 17 ans que je taille des pierres précieuses et diamants. J'ai commencé par un CFC de lapidaire à Genève. J'ai fait de la gémologie au Canada et un peu de diamants par la suite. Là, ça fait 5 ans que j'ai mon entreprise et on a 7 collaborateurs. Donc voilà. Bonjour tout le monde, moi c'est Martin Viala. À la base, je ne suis pas lapidaire, je suis géologue, qui suis devenu gémologue et par la suite lapidaire, après avoir été exposé à des amis lapidaires. Donc j'ai commencé en tant que hobby, que passe-temps, et progressivement, après 3 ans, j'ai décidé de devenir professionnel à mon compte. Et maintenant, je suis auto-entrepreneur lapidaire à Lyon. Voilà. Bonjour, je m'appelle Victoria Reynaud, je suis lapidaire depuis 18 ans. J'ai fait mon CFC en Suisse, donc j'ai appris la technique suisse pour la taille de pierre. Et maintenant, je suis basée à Lyon en tant que lapidaire indépendante. Et pour finir, moi je m'appelle Pierre Burus, donc je suis un petit peu le débutant de la table, on va dire. J'ai fait des études de gémologie avant à Lyon. Et c'est lors de ces études que j'ai découvert qu'on pouvait aussi tailler les pierres. Et donc ça m'a tout de suite intéressé. Et maintenant, j'apprends toujours ce métier, donc à travers différentes entreprises par lesquelles je suis passé, donc notamment la taille de diamant, mais aussi un petit peu le lapidaire. Merci beaucoup à tous. Je vais rebondir sur ce que tu as dit Victoria, sur la formation de la méthode suisse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comme description ? Alors, la méthode suisse, c'est surtout les pierres pour les montres suisses, donc pour faire les tours. Donc, c'est souvent des très petites pierres en trapèze. Et la précision au niveau des dimensions sont très très strictes comparées à de la joaillerie classique. Est-ce que Martin, tu as quelque chose à dire sur la joaillerie classique ? Tu es un petit peu moins peut-être dans l'horlogerie que d'autres personnes ici ? Au niveau de la joaillerie classique, moi ce que je peux dire, c'est vraiment plus ce que je connais. Moi je me suis spécialisé autodidacte, surtout pour les pierres de centre. Et donc au niveau de la formation, ça s'est plutôt passé petit à petit au fil des ans en lisant des livres, en posant des questions à des amis lapidaires et progressivement s'améliorer au point que je pouvais commencer à tailler des pierres qui pouvaient rentrer dans des vrais bijoux. Et toi Thibaut, tu as formé des gens ? Alors oui, j'ai formé pas mal de monde. J'ai des gens qui sont venus. J'ai formé, je pense, une vingtaine de personnes qui sont passées en fait dans mes bureaux, apprendre à tailler. Certains sont partis, il y en a qui sont partis, qui ont ouvert des usines en Thaïlande, enfin qui sont directrices en Thaïlande. Puis il y a des gens qui sont formés, qui sont juste venus pour apprendre et puis pour apprécier le métier, le découvrir. Et voilà, donc un petit peu de tout. Est-ce que c'est accessible pour des jeunes qui veulent apprendre la taille lapidaire en Suisse, en France ? C'est quoi votre expérience pour l'instant en ce Il moment ? n'y a plus de CFC, donc j'étais le dernier. Victoria était l'avant-dernière. Et en fait, il faut se former sur le tas. Il n'y a plus vraiment cette possibilité-là. Peut-être en France, il y a encore des CAP, mais ce qui n'est plus le cas en Suisse. Victoria, tu donnes des cours aussi de lapidaire à Lyon Oui. avec ton conjoint. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes ? Est-ce que c'est quelque chose de rare en ce moment qui est Oui, disponible ? ouais, c'est plutôt rare. Alors, nous, c'est des formations sur 2 semaines, donc ça reste. L'idée, c'est que les gens aient toutes les clés pour pouvoir s'entraîner à la maison, mais on n'est pas forcément capable de bosser seul tout de suite après cette classe-là. C'est sur aussi des machines qui ne sont pas les machines suisses ni les machines françaises. C'est des machines sri-lankaises qui sont très bien, qui ont un très bon rapport qualité-prix. Et ensuite, pour être formé, pour être un lapidaire compétent, c'est des années de formation.
Et oui, en Suisse, ça n'existe plus. Et en France, maintenant, il y a un CAP, mais très peu de places d'apprentissage. Voilà. Et qui se donne où, Marie, tu sais, le CAP? Alors en France, on peut se former à l'Institut de bijouterie de Saumur, on peut se former à Paris également, à Lyon, je crois, il me semble. Et effectivement, en France, il y a un diplôme qui est reconnu par l'État français, qui est le CAP lapidaire, avec deux options. Une option pierre de couleur et une option diamant, en fait. Et moi, ça me donne l'occasion de rebondir sur un peu tous vos propos. Victoria, vous parlez de méthode suisse. Je pense que pour le grand public, ça peut être intéressant déjà d'essayer de définir ce qu'elle a de particulier, cette méthode suisse. Mais avant ça, j'aimerais bien vous entendre définir comment vous, justement, de poser des mots sur la définition de votre métier. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, tailler des pierres, c'est tailler des pierres. Mais à partir de là, quand on n'est pas spécialisé, quand on n'est pas du métier, on a tendance à un peu tout mélanger, ceux qui font la pierre de couleur, ceux qui font le diamant, les machines, les méthodes, les techniques. Donc je trouve que c'est toujours intéressant d'entendre des lapidaires et des diamantaires poser des mots sur la réalité de leur métier en fait. En fait, quand on dit technique suisse, ça va être basé sur ce qui se fait en Suisse, donc les montres. Et ça va être la machine. Donc c'est des machines, la machine suisse, à la base, c'est Bunter qui les ont créées. Et c'est une machine qui est typique de la Suisse. Et le but, c'est de faire des pierres de précision. Ensuite, on va parler de la technique américaine, par exemple. C'est aussi basé sur une machine qui a été créée aux États-Unis. Et c'est une technique qui est un peu plus pour les hobbyistes, qui est un peu plus... qui est pas très... Les professionnels taillent très peu sur ce type de machine parce que c'est un peu plus lent et c'est pas adapté aux besoins de l'horlogerie suisse ou de la bijouterie française ou même ailleurs. Et ensuite, il y a la technique française où là, c'est le bâton mécanique qui est là, c'est pour faire de l'ajustage sur pièce. Donc le bâton est parfait pour ajuster la pierre et être sûr qu'elle rentre dans le bijou. Alors qu'en Suisse, c'est sur plan. On reçoit les plans. On travaille pas sur monture en fait voilà. En Suisse. D'accord. Okay. Pierre? Oui, si on retourne un petit peu sur la définition du métier, c'est vrai que là on parle des différentes machines, des différentes manières de faire. Moi je découvre encore un petit peu tout ce milieu-là. Et quand on ne sait pas exactement, au début je trouve que on ne différencie pas forcément autant pour la taille des pierres de couleur, qui sont toutes associées à un type de machine, et la taille des diamants qui est à part. Vraiment, c'est des machines différentes. Donc, pour s'y retrouver, c'est un petit peu compliqué au début. Mais une fois qu'on commence à mettre le pied dedans, on comprend tout de suite qu'il y a deux choses à part. C'est la taille des pierres de couleur, comme l'a expliqué Victoria, avec les différentes machines. Et puis la taille des diamants, que j'ai pu un petit peu plus découvrir moi de mon côté. Globalement, la taille des diamants, c'est un petit peu le même style de machine pour tous les marchés différents. C'est après les outils qui vont varier, si on va faire des pierres plus petites, des pierres plus grandes. Et après, c'est la façon dont je vois ce métier, c'est lapidaire comme diamantaire. Dans tous les cas, c'est que c'est un apprentissage qui est très très long, visiblement, parce que ça fait à peine 2 ans que je suis encore dedans, et pourtant j'apprends des choses, mais ça prend du temps avant de faire vraiment des pierres exceptionnelles et des grandes pierres de grande qualité avec des facettes bien placées, une brillance vraiment réfléchie et quelque chose d'artistique en finalité. Mais voilà, si je devais décrire un petit peu le métier, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc quelque chose de très artistique avec tout un travail manuel et puis une recherche un petit peu scientifique, une approche scientifique en tout cas, pour réfléchir comment on taille la pierre, pour avoir une bonne brillance, quelque chose de joli à la fin. Martin et Thibaut, du coup le truc, c'est que tu dis la machine suisse, on fait beaucoup de l'horlogerie, certes, mais on peut faire des grosses pierres bien dessus. Sûr, ça m'arrive de faire beaucoup de bijouterie, de la réparation de pierres qui ont été portées, donc qui ont été abîmées pendant des années. On vient repolir, c'est aussi repolir, c'est aussi redonner vie à une pierre, à tout un bijou ancien, la bague de la grand-maman par exemple qui a été portée et autres. Comme c'est aussi par exemple un couple qui est parti au Sri Lanka, pour vous donner un exemple, qui
qui a trouvé un brut et puis qui veut le faire tailler parce qu'il veut comme bague de fiançailles. Donc c'est aussi des histoires au final de vie, des parcours de vie. Donc voilà, on doit redonner vie à des objets. Je pense que c'est aussi ça la définition du métier. Alors, dans mon cas, je suis sur la même longueur d'onde que Thibaut, et je rajouterais que moi, quand j'essaye d'expliquer mon métier aux gens, qu'est-ce que je fais, c'est que vu que moi, je me spécialise surtout sur la taille à partir du brut pour faire des pierres de cintre, et moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de sublimer en fait le brut en une pierre taillée qui puisse être montée. Arriver à trouver les meilleures proportions, pour obtenir le meilleur éclat, comment gérer les zones de couleur. Donc il y a tout un pan artistique de déduction, d'analyse, et aussi tout un pan vraiment aussi mathématique et très technique, et c'est ça que j'aime beaucoup expliquer aux gens, c'est la technique, le polissage, les meules, le diamant. Donc il y a la forme et la façon. Et est-ce que vous parlez de machines, de techniques, est-ce que quand vous voyez une pierre en vitrine, enfin, en l'occurrence, on a quand même 99,9% des pierres qui sont taillées sur le salon de GEM Genève en vitrine, est-ce que vous arrivez à mettre une technique ou une machine derrière en les voyant? Est-ce que c'est reconnaissable, une technique ou une utilisation de machine quand on voit une pierre? Non, pas forcément. On peut voir plutôt des styles de taille qui vont être plus, par exemple, une double couronne avec, je ne sais pas si vous voyez, mais des fois, sur une couronne de pierre, il y a des facettes qui sont doublées. C'est assez classique de ce qu'ils font au Sri Lanka. Mais ça n'empêcherait pas quelqu'un à Paris de le faire. Donc c'est plutôt des styles qu'on peut reconnaître. Il y a la machine Ultratech, on reconnaît tout de suite la taille qui a été faite sur une machine Ultratech. C'est assez caractéristique, ça se voit tout de suite. Puis après, il y a, ouais, comme tu disais, au Sri Lanka, c'est assez classique, quoi. Après, c'est vrai qu'on retrouve toujours différentes possibilités dans le placement des facettes. On peut prendre une pierre qui va être ovale et puis lui donner plein d'apparences différentes juste par la position géométrique qu'on va donner. Mais après, entre guillemets, les facettes qu'on va poser, c'est un disque qui va polir la pierre et puis on va réussir à la faire polir. Donc, je ne vais pas dire que dans tous les cas, on arrivera à avoir le même résultat sur chacune des machines, mais c'est vrai que chacune des machines a un peu une spécialité, une particularité qui permet de faire certaines choses plus facilement que les autres. Mais dans tous les cas, on peut toujours utiliser le disque qui est abrasif pour faire la facette à l'endroit qu'on veut. C'est juste dans certains cas, ce sera plus facile et dans d'autres, plus difficile. Je suppose, en tout cas. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et de fait, vous avez des préférences? Ou est-ce que quand on a un atelier, il faut avoir toutes les machines, toutes les techniques à disposition? Ou est-ce qu'en l'occurrence, vous allez avoir une préférence et développer quelque chose et ne vous servir que d'une technique en particulier? Moi, dans mon cas, j'ai commencé à tailler avec une machine Ultratech, une machine américaine, donc c'est un style de taille assez spécifique, on suit un plan très précis. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je manquais énormément de liberté avec cette machine. Il y a un carcan à respecter, vraiment des instructions très spécifiques à suivre, et il s'en sort une sorte de frustration lorsque un petit défaut apparaît, on n'arrive pas à avoir les angles au final finissent toujours par avoir un petit défaut, et c'est source de frustration. Et donc j'ai dû changer de machine. Je suis passé sur une machine sri-lankaise qui est à mon goût plus rapide à utiliser, plus simple d'utilisation, plus polyvalente. Et depuis, je n'ai jamais regardé en arrière. Et donc il y a vraiment décidément une machine auquel on s'y fait et qui, je dirais, nous permet de dévoiler notre plein potentiel artistique. Pareil. Enfin, moi, j'ai appris sur une machine suisse. En fait, en général, un lapidaire, il veut garder la machine sur laquelle il a appris. Moi, j'ai appris sur les machines Bunter suisses et j'ai essayé les machines américaines. J'aime pas du tout. Mais je pense que quelqu'un qui a appris sur les machines américaines, peut-être qu'il n'aimerait pas un autre type de machine. C'est plutôt la manière qu'on apprend qui est important. Et non, dans un atelier, en général, chacun à la machine sur laquelle il travaille, il a appris. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs machines différentes.
Après, si je peux rebondir quand même, là on parle de faire des facettes, mais dès qu'on peut avoir besoin, parce que le lapidaire, certes, on va faire des pierres à facettes, mais il y a aussi plein de gens qui vont faire des cabochons, il y a des gens qui vont faire des pierres avec des perçages ou n'importe quoi. Et en l'occurrence, je ne sais pas, faire un pendentif avec un petit trou à l'intérieur pour faire passer un fil, avec une fasteuse, je ne vois pas comment on peut faire. On peut peut-être essayer, mais j'avoue que j'ai un peu de mal. Donc je pense que c'est plus à ce sens-là, si on veut diversifier un petit peu l'activité de taille, pour pouvoir faire des cabochons, faire des perçages, faire des endroits où on a besoin de scier une pierre, par exemple, ce sera plus agréable avec une autre machine. C'est là où on apprend un petit peu, dès qu'on a besoin de faire quelque chose en particulier sur une pierre, c'est peut-être plus facile, plus aisé de prendre la machine qui est faite pour cette activité-là. Par exemple, pour scier une pierre, vaut mieux prendre une scie. On peut peut-être le faire d'autres manières, mais le plus agréable et le plus facile, c'est quand même avec une scie. Donc c'est peut-être plus à ce niveau-là, on aurait besoin d'avoir plusieurs machines. Par contre, pour faire les facettes, comme indiqué, je pense que c'est plus aux habitudes et quel type de machine on a ou sur lesquelles on a appris, ou alors sur lesquelles on a préféré évoluer, et auquel cas, ouais, ça change beaucoup de choses. Du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit. Vous parlez d'apprentissage, de machines que vous avez utilisées lors de votre apprentissage. Du coup, ça me permet de faire une transition parfaite avec la formation, en l'occurrence. Thibaut et Victoria, vous disiez que vous étiez les 2 derniers à avoir passé le CFC en Suisse, c'est ça, si j'ai bien suivi. Aujourd'hui, quand on veut devenir lapidaire en Suisse, on fait comment, en fait? En Suisse, on essaye d'aller chez un patron qui peut potentiellement former, mais il faut vraiment avoir une motivation pas possible, parce que il n'y a personne qui prend, ou très peu. Ou alors on s'achète une machine, on essaye en autodidacte. Et voilà, pour moi, il n'y a que cette option-là. Ces 2 options-là. Pour les jeunes, c'est plus abordable en fait, parce que c'est possible peut-être d'être formé sur le tas, mais pour un jeune qui a besoin d'un diplôme parce qu'il sort de l'école, il n'y a plus d'options en Suisse. Donc il n'y a pas assez de lapidaires aujourd'hui pour répondre à la demande de taille en Suisse, en fait. Clairement pas. Clairement pas assez. Tout a dû partir justement. Il y a beaucoup qui est parti en Thaïlande, en Inde pour être taillé. Sauf que certaines pierres, ça ne vaut pas la peine d'être envoyées, ou c'est à la dernière minute pour réparer une montre, ou il manque la dernière facette, ou le sertisseur a cassé un coin de pierre et on doit rendre pour un salon ou comme ça la montre. Donc c'est pour ça que c'est essentiel quand même le métier ici. Sinon, certaines pièces ne pourraient pas être rendues au bon moment, dans les bons délais. Et en France, il y a encore le CAP qui existe. Donc ça, c'est une manière d'être formé, mais il n'y a pas énormément de patrons qui prennent des apprentis. Et tu parlais des pièces pour être réparées. Il y a aussi beaucoup, les grandes maisons à Paris ne veulent pas, vu qu'ils font de l'ajustage sur pièces, ils ne veulent pas envoyer les pièces en Thaïlande. Ils ont peur de se faire copier, de se faire voler. Donc c'est très important que ce genre de pièces reste en France, à Paris. Et donc il y a besoin de lapidaires pour ça. Vous avez tous, je crois, voyagé dans le cadre de vos formations. Vous êtes tous allés chercher en fait de la technique à l'étranger pour enrichir votre propre pratique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes aussi qui prennent la décision de voyager pour apprendre leur métier et se confronter à d'autres manières de conceptualiser, de voir le métier. Vous, votre retour, c'est que l'étranger, le voyage, il est nécessaire dans l'apprentissage de ce métier? Pour moi, complètement, en fait. Chaque fois que je vais sur un pays différent, que ce soit Madagascar, la Colombie, la Thaïlande, ça ouvre l'esprit, en fait. On voit ce qui se passe ailleurs, comment c'est fait, les techniques différentes, les manières de tailler, des fois même de scier le brut, qui ne sont pas les mêmes, parce qu'on n'a pas les compétences. Il y a des gens qui font que du sciage en Inde, par exemple, depuis 20 ans. Ils vont vous apporter quelque chose. Si un jeune, par exemple, veut partir, pour un exemple, 6 mois au Sri Lanka pour apprendre, il va revenir, il aura une énorme vision de ça qui s'acquiert pas dans les livres, ou que je peux pas lui expliquer, ou que Victoria ou que n'importe lequel d'entre nous peut expliquer. C'est vraiment, à chaque fois, ça ouvre des visions, en fait, plus qu'autre chose. Ouais, pour avoir voyagé un petit peu en Asie, à Madagascar, en Afrique, et Canada, États-Unis, j'ai pu discuter avec beaucoup de tailleurs locaux dans chacun des pays. Et à chaque fois, c'était très enrichissant d'apprendre un petit peu de leur technique, de comment ils font, etc. Par exemple,
à Madagascar, à Antsirabe, j'ai rencontré un tailleur qui m'a montré une technique de polissage que je ne connaissais pas et qui est absolument écrite nulle part. Comment polir le quartz avec de la poudre ou une roche de bauxite. Je ne pensais pas que c'était possible. Et il obtenait des facettes absolument plates d'un polymiroir avec autre chose que du diamant et du cérium. Et ça, c'est écrit nulle part. Donc c'est une sorte de culture générale de la taille qui s'enrichit parce que tout n'est pas écrit dans les livres. Ouais, je suis d'accord. Il y a aussi le côté juste apprendre la technique lapidaire, c'est une chose, et après il y a tout le côté négoce où ça s'apprend pas en fait. C'est juste en allant dans des salons, en demandant les prix, en regardant qu'on peut apprendre. On apprend ça dans aucune école. Après, ouais, moi je pense que pour l'apprentissage, il y a un petit peu plusieurs techniques. C'est vrai qu'aller sur place et rencontrer les gens qui taillent, que ce soit ici en Europe ou ailleurs, dans tous les cas, voir ce qu'ils vont faire, ça va permettre d'apprendre différentes manières, différentes choses, et on va pouvoir après en tirer le meilleur. J'ai eu l'occasion d'aller en Thaïlande pour faire un apprentissage. Et comme tu l'as dit, il y a des gens qui vont scier des pierres. Ça fait 20 ans qu'ils scient des pierres. Et voilà, ils savent très très bien scier des pierres. Donc on va pouvoir se rendre compte vraiment tous les problèmes qu'ils ont eus. Et ils vont nous apprendre directement l'essentiel en fait pour retenir le meilleur et le plus important de toute leur expérience. Et ça c'est le cas donc pour le sciage, mais ça va être le cas pour les facettes, les gens qui font les formes des pierres, etc. Après je pense qu'il y a aussi un peu une deuxième méthode pour apprendre, entre guillemets, c'est avoir la chance. Bon, avoir de la chance, c'est pas donné à tout le monde, j'avoue, mais avoir la chance de rencontrer quelqu'un donc un patron ou une entreprise qui veut bien former les personnes. À ce niveau-là, moi j'ai eu la chance en France d'avoir 2 expériences avec deux personnes différentes, un diamantaire et un lapidaire, c'est un petit peu une relation le maître et son apprenti, qui vient essayer de donner le maximum de techniques et le maximum de choses et de transmettre le savoir. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de possibilités. Tous les maîtres n'ont pas envie d'avoir un apprenti parce que ça prend du temps, c'est difficile, il faut bien s'entendre, etc. Mais si jamais l'occasion se présente, comme moi ce que j'ai pu avoir, j'ai foncé presque les yeux baissés pour apprendre le maximum. Et tout comme j'ai foncé presque les yeux baissés pour apprendre en Thaïlande aussi toutes les petites techniques, toutes les choses en plus, etc. Victoria, tu parlais de négoce. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années pour les bureaux de lapidaires? Vous, ici en Suisse, vous fournissez beaucoup les maisons horlogères ou joaillères directement en pierre. Qu'est-ce qui a changé? Comment ça s'est passé ces dernières années en termes de traçabilité, de compliance que vous devez respecter? Vous n'êtes pas ni minier, ni vraiment négociant que en pierre. Vous avez tout ce panel de capacités. Qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui? Alors moi, ça fait seulement 2 ans que je suis revenue en France. Avant, j'étais en Thaïlande, à Bangkok. Donc, et aussi, je suis indépendante. Je ne fournis pas forcément des grosses maisons et des grosses quantités. Donc, quand j'achète du brut, en fait, j'ai des fournisseurs qui, eux, vont directement dans les zones minières et en qui je fais confiance, en fait. Et c'est basé sur la confiance. J'ai pas le RGC, j'ai pas tout ça. Parce que je suis aussi une très petite structure et je peux me le permettre. C'est vraiment basé sur la confiance de mes fournisseurs. Pour moi, en fait, la plupart du temps, c'est vraiment de la retaille. Donc, les gens m'apportent des pierres qui sont à eux et que je retaille. Certains veulent que je vende leurs pierres, où il manque par exemple une pierre sur un bijou, la dernière petite pierre ou comme ça. Je vais acheter chez un marchand que je connais. En général, ils sont RJC. Je ne suis pas encore RJC, je pense le devenir, parce que justement, je ne peux pas fournir les maisons. Et j'arrive au point où c'est nécessaire d'être RJC. Donc, il va me falloir toute une traçabilité. Et on est obligé de rentrer là-dedans pour arriver sur quelque chose de totalement correct, en fait. Pour pouvoir bien faire notre métier, on est obligé maintenant de passer par ces organismes. Quelles seraient aujourd'hui les ressources auxquelles tu fais appel quand tu as besoin justement de préciser
un traitement, une origine? Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin de vous équiper? Est-ce que vous avez assez de ressources, assez de laboratoires ou assez d'experts finalement autour de vous pour pouvoir certifier les pierres? On sait que les maisons sont très exigeantes pour ce genre de choses. Est-ce que votre parole suffit? Vos observations microscopiques suffisent? Comment ça se passe? Régulièrement, comme on en voit beaucoup, en général, on a une bonne idée de ce que c'est. On a une bonne idée, on peut dire plus ou moins, mais ce sera toujours du plus ou moins. Il n'y aura toujours qu'un laboratoire pour avoir le mot final, en fait. Nous, par exemple, si tu vois une trois-phase, une triphase dans une émeraude, tu es quasiment sûr que c'est colombien, mais après, si tu vois un saphir, tu peux dire en fonction de la couleur, mais on n'est pas assez équipé pour ça. Enfin, de mon côté. Je ne sais pas pour les autres si c'est la même chose, mais le laboratoire aura toujours le mot final. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport aux origines que tu formes avec tes étudiants? Est-ce que le côté gémologie doit rentrer dans cette partie formation de lapidaire Sur l'origine Oui. des pierres non, pas vraiment. Enfin, il y a des matières qui sont plus belles que d'autres en fonction des pays, mais c'est pas quelque chose qu'on a. Enfin, c'est important, et quand on sait l'origine de la pierre, on le mentionne. Quand on la sait pas, si c'est une pierre exceptionnelle, on l'envoie en laboratoire. Et si on la sait pas, on la sait pas. En fait, c'est sur des pierres qui coûtent moins cher, où ça vaut pas le coup de l'envoyer en laboratoire. Et ben, on met pas l'origine. Et non, c'est pas quelque chose en tant que formation qui est très important. Nous, dans notre formation, on apprend justement les différentes techniques de taille dans le monde, l'origine de la taille. Par exemple, la taille française se pratique partout dans le monde, mais l'origine, non, c'est pas quelque chose qui est si important que ça pour nous. Et vous parlez de chaîne, du moment où vous arrivez dans la chaîne de fabrication. Tout à l'heure, Thibaut, vous évoquiez la retaille, vous évoquiez le fait d'arriver quand il manque quelque chose. En même temps, on parle de redonner vie à des pierres. Peut-être que dans l'esprit de beaucoup de gens, finalement, le lapidaire, il intervient en tout début de course. C'est-à-dire qu'on a taillé la pierre et ensuite, elle va vivre sa vie pour être montée en bijoux. En fait, en réalité, le lapidaire, il intervient un peu tout le temps. C'est un peu comme le polisseur sur le métal. En fait, on aurait tendance à le rattacher à des étapes très ciblées, mais c'est pas forcément ça, en fait. Non, ça peut être au début. Donc au début, on peut tailler par exemple toutes les pierres parce qu'on a un plan, on doit suivre justement un modèle. Et le sertisseur va casser une pierre peut-être au moment du sertissage. Le polisseur, il va griffer une pierre involontairement. Donc en fait, c'est à tout moment. On doit être en permanence présent pour pouvoir réparer la pierre ou sauver un peu à la dernière minute. Même 10 ans après, quoi. Même 10 ans après, oui. Et sur le diamant, du coup, Pierre, parce que, a priori, tu es quand même plus orienté diamant, du coup. Oui, bah c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que on peut demander autant de faire tout un lot de pierres pour suivre un plan en particulier et donc partir de matière brute. Autant, comme l'a indiqué Thibaut, le sertisseur va faire une cassure dans un coin, voilà, la pierre va être griffée, ou alors va y avoir une rayure, ou alors les dimensions sont pas bonnes, ou des choses comme ça, et c'est des petites retouches, et ça peut venir vraiment à n'importe quel moment. Et après, ça dépend aussi de ce que souhaite avoir le client au final, en réalité. S'ils veulent quelque chose d'excessivement précis ou pas, des améliorations de qualité de certaines pierres. Il y a plein de choses possibles et on peut vraiment intervenir à n'importe quel moment, à partir du moment où le client en a besoin, en fait. Et vous parlez tous de brut, c'est revenu plusieurs fois dans la conversation. Vous préférez partir d'un brut et créer la pierre qui vous plaît à partir de ce brut et des possibilités physico-chimiques que vous offre la pierre, ou est-ce qu'au contraire, vous préférez la retaille, la mise à dimension, le fait de redonner vie à une pierre ancienne qui aurait été un peu taillée par jour de grand vent? Qu'est-ce qui est l'étape qui vous... je dirais pas qui vous sécurise le plus, mais qui vous apporte le plus de plaisir dans votre pratique quotidienne de votre métier, en fait? C'est sûr que retailler une pierre qui a été usée pour la redonner à son propriétaire, toute belle, toute nouvelle, c'est quand même quelque chose de beau et que je trouve quand même chouette. Mais mon grand amour, c'est tout de même sélectionner le brut, l'analyser sous toutes ses coutures, imaginer quelle est la meilleure forme qui lui conviendra, le tailler, surmonter les difficultés que le brut peut apporter.
parce que le clivage, etc., les zones de couleur, les inclusions, comment les enlever. Donc c'est tout un process mental, artistique, mathématique qui se fait. Et c'est toute une aventure en fait, et c'est ça qui me passionne le plus, le brut. Moi, j'aime bien la retaille des pierres mal taillées, des pierres qui sont taillées et beaucoup trop sombres, et en les retaillant avec des angles corrects, on peut les éclaircir. Récemment, j'avais une pierre qui n'était pas tout à fait Pad Paraja, mais juste en la retaillant, elle est devenue Pad Paraja. J'adore faire ça. Ouais, la reprise de matière, reprendre les pierres, je trouve ça bien. Même dans certains cas, c'est un petit peu sauver une pierre pour qu'on puisse l'utiliser. On se retrouve avec quelque chose qui est cassé dans un coin, qui a une petite imperfection, un petit truc. C'est pas grand-chose, mais elle n'est pas utilisable comme ça. Et en fait, il suffit de passer un petit moment bien concentré sur la petite retouche qu'il y a à faire, et ça y est, on a réussi à la rendre bien, et elle est vraiment utilisable et elle est vraiment jolie. Et parfois, ça se joue vraiment à pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, c'est largement suffisant pour rattraper. Je voulais peut-être rajouter aussi quelque chose au niveau du brut. Ce qui est intéressant de temps en temps, c'est que contrairement à la retaille ou à la réparation, c'est que lorsqu'on a un brut, on a vraiment un cadre blanc sur lequel peindre en fait. Et dépendamment de la forme du brut, on peut, si on le veut, sortir justement des carcans habituels et des détails classiques et s'aventurer sur des formes peu usuelles, plus artistiques, plus fluides, plus organiques par exemple, et créer des pierres taillées qui ne ressemblent pas à 99% de la production qui se fait visuellement. Et donc il y a tout un travail un petit peu artistique, une exploration artistique derrière que le brut offre, mais que la pierre à retailler ou à réparer ne peut pas souvent offrir, surtout qu'en général le client il a une idée assez spécifique de ce que lui il veut. Vous parlez justement de cette question. Enfin, moi, je la trouve intéressante parce que depuis quelques années, on voit l'apparition d'écoles de pensée dans le domaine du lapidaire avec une vision un peu, alors j'aime pas forcément ce mot, mais une vision un peu holistique de la matière, dans le sens où on essaye de sortir la pierre qui correspondrait le mieux à ce que nous offre le brut, quitte à complètement sortir de la taille standard, qui est quand même l'habitude de la joaillerie. Mais il faut aussi en même temps convaincre les clients que cette taille qui n'est pas standard, elle est tout aussi intéressante, si ce n'est plus intéressante dans certains cas, mais elle n'est pas habituelle, elle peut faire peur. Quel est le parcours que vous avez avec vos clients en termes d'explication, en termes de pédagogie, autour justement de cette volonté de leur faire découvrir autre chose dans ce que le lapidaire peut apporter en termes d'éléments pour sublimer un brut en fait? En France, c'est dur parce que ça reste très classique. Je pense qu'en Suisse aussi. Les Américains, ils aiment un peu plus les formes originales, ce qui change de l'ordinaire. Moi, je taille des deux et je leur montre. Après, eux, si leur client final, ça les intéresse pas, ils veulent un ovale ou un coussin. Malheureusement, je peux pas faire grand-chose. Par contre, par rapport au brut, ça permet d'avoir un poids de rétention plus intéressant, et ça joue quand quelqu'un nous confie des bruts à tailler. Dans mon cas, j'ai l'occasion de proposer des tailles qui sortent de l'usuel, donc des tailles plutôt asymétriques ou des formes plutôt en trapèze, tout en restant dans une taille en brillant classique, mais avec une forme un peu différente. Avec des clients particuliers qui viennent me voir parce qu'ils veulent une pierre pour monter sur un bijou, et je leur propose un panel de possibilités vis-à-vis des pierres que j'ai déjà taillées, mais aussi des brutes que j'ai sous la main qui pourraient faire l'affaire. Et quand même, de manière assez fréquente, les gens sont intéressés par des formes plutôt asymétriques qui sortent de l'ordinaire, parce que sortir de l'ordinaire, c'est aussi se démarquer des autres, et les gens apprécient aussi ceci. Oui, on peut retrouver un petit peu même la même chose, je trouve, au niveau des pierres qui sont choisies. C'est vrai qu'en France, on connaît beaucoup le choix des rubis, saphirs, émeraudes, diamants.
Et puis, voilà, on se limite un petit peu à ça dans certains cas. Et aujourd'hui, je trouve qu'on commence à voir de plus en plus de pierres qui changent un petit peu de ce qu'on a eu avant. On retrouve voilà, ce qu'on voit aussi beaucoup sur les différentes allées de Gemme Genève, des tsavorites, on va retrouver des spessartites, on va trouver des choses qui changent un petit peu des choses habituelles. Et tout comme prendre un modèle différent pour la taille, eh bien, ça peut aussi être leur proposer des couleurs qui peuvent être un petit peu différentes, des pierres un petit peu différentes. Et c'est cette démarcation, je trouve, qui aujourd'hui change un petit peu chez les gens. Ils ont envie un petit peu d'avoir des choses qui changent. Donc, c'est tout trouvé, en fait. Moi, j'ai vraiment pas la possibilité, j'ai très peu la possibilité de faire des choses un peu fantasy. C'est vraiment comme les pierres, la plupart des pierres ont tellement de valeur. Si on essaye de faire quelque chose de fantaisiste sur un cachemire ou sur un birman non chauffé de plusieurs dizaines de carats, c'est pas possible parce que ça vaut quand même beaucoup d'argent et on peut pas se permettre quelque chose de fantaisiste, quoi, tout bêtement. On peut essayer sur d'autres plus petites pierres, mais la demande, j'ai pas cette demande-là pour mes clients et je dois vraiment m'adapter à la demande des clients. Et certains clients, voire tous les clients, ont chacun leurs idées bien précises de ce qu'ils veulent. Et si je sors de ça, j'essaye sur certaines choses. Et c'est vraiment s'adapter aux besoins du client. Faire quelque chose de fantaisiste, c'est difficile en fait pour les grosses pierres, quoi. Avant de passer aux questions, on va vous demander à chacun votre plus grosse gaffe quand même. Est-ce que vous avez cassé quelque chose, une machine, une pierre très chère d'un client, irrattrapable? Thibaut? Je crois que c'était un péridot de 70 carats. Je taillais normalement, polissage, et tout d'un coup, paf! Donc vraiment fente en deux, et voilà. J'ai pu faire 2 pierres. Le client m'en a un peu voulu, mais pas trop, donc je le remercie. Alors moi, c'était quand j'ai commencé à utiliser ma nouvelle machine, une machine sri-lankaise avec une pièce à main. J'étais en train d'essayer de polir la table d'un saphir qui refusait de se polir. Il y avait toujours des petites griffures qui se faisaient. Et un lapidaire ne doit jamais s'énerver sur sa pierre, il doit toujours rester zen. Donc j'ai manqué à la règle une fois. Et j'ai décidé de poser tout mon poids sur la pièce à main avec la pierre contre la meule. Évidemment, la cire n'a pas résisté, la pierre a sauté et le dop en métal est venu se planter complètement dans la meule en étain, qui a laissé un énorme griffure, le Grand Canyon, vous connaissez, c'était un modèle réduit. Voilà. Leçon apprise, et il suffisait juste de retourner la meule, et donc j'avais une surface plate à utiliser, et je me suis juré de ne plus jamais faire la même erreur. Moi, c'était pendant mon apprentissage, plutôt en fin d'apprentissage, je pense. Mon patron m'avait confié une émeraude et je ne savais pas, mais il fallait faire attention à la meule de poli qu'on choisit. Et je l'ai polie sur du cuivre. Elle est tombée en miettes. Voilà. C'est une matière fragile. Enfin, l'émeraude, normalement, c'est des meules d'étain. Le cuivre, l'émeraude, non. Faut pas. Et pour ma part, j'ai pas forcément cassé une pierre, un péridot de 70 carats ou quoi, mais il y a quelque chose qui m'a bien énervé une fois quand même. Je taillais un diamant qui n'était pas forcément d'une très grande taille, qui était même plutôt petit, dans une forme très fine et très pointue, donc ça fait assez peur de la tailler parce qu'on se dit qu'à tout moment elle peut s'abîmer. Donc j'ai passé beaucoup de temps dessus. Je pense que j'ai dû passer au moins une dizaine d'heures dessus. Je finis la pierre, je me dis ça y est, ça va être bien, super. Je regarde au microscope, je la tiens, et puis elle saute de ma pince, de ma Bruxelles. Donc déjà, il faut que j'arrive à la retrouver. Je passe une demi-heure à la chercher partout, c'est un enfer. Et je finis par la retrouver, je me dis ça y est, c'est bon, je vais pouvoir la sauver, la retrouver. Je la mets sous la bino, la pointe cassée, fini. 10 heures de travail dans le vent, la pierre elle était morte de chez morte. Bon, bah, c'est comme ça, quoi. On en refait une ou on se débrouille autrement. Merci beaucoup, on a mal pour vous. On a terminé, nous, avec nos questions. On aimerait permettre au public de poser des questions à notre panel, si vous le souhaitez.
sais pas si vous êtes au courant, mais la Suisse n'existe pas. Alors, à Genève, c'est dans le canton de Vaud, c'est où que vous avez plus de métier de lapidaire et pourquoi? À Genève, il y a plus. Pourquoi il n'y a plus de métier de lapidaire? Oui, mais c'est à Genève parce que la Suisse. Nous, voilà, moi, j'ai fait mon apprentissage à Genève. Thibaut est basé aussi, à Genève. Oui. Mais il n'y a plus de formation dans toute la Suisse, il me semble. C'est Berne, en fait. Berne a décidé d'arrêter les CFC parce qu'il n'y avait pas assez de demandes et tout était envoyé justement à l'étranger. Et comme il n'y avait pas assez de demandes par an, ils ont décidé de stopper complètement. Dans le canton de Vaud, ils ont décidé de stopper parce que au bout de 2 ans que vous n'avez pas d'apprentis qui se présentent, eh ben, on va biffer directement le métier, il n'existe plus. Et bon, je me suis énervée avec la petite dame à l'état de Vaud. Puis je lui ai dit, mais madame, lapidaire, vous voyez, c'est un métier, vous avez fait quoi, vous? Ah, moi, je suis employée de commerce. Oui, d'accord. Alors, ça n'existe plus, employé de commerce. Mais si, ça existe parce que j'ai fait l'apprentissage. Je dis non, voilà. On vient de décider qu'on le passait à la... Et alors, qu'est-ce que je mets? Fleuriste, ça va aussi? Mais non, je suis employée de commerce. Je dis, ben voilà, madame, lapidaire, c'est un métier. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on met à la place, alors? Voilà. Malheureusement, il n'y aura juste plus de CFC. On peut apprendre, mais il n'y aura plus de CFC. Oui, bonjour, merci pour tout, c'était formidable. Mais pourquoi est-ce que les grands horlogers qui sont quand même, disons, importants en Suisse, ils n'arrivent pas à faire pression sur la Confédération ou sur les gens qui gèrent ce métier pour faire un CFC? Parce qu'effectivement, tout est parti à l'étranger et il n'y a plus vraiment de Swiss Made dans les montres aujourd'hui. Parce que ça les arrange de payer moins à l'étranger, je pense. Oui, et puis en fait, c'est vraiment du décor sur une montre. Donc, c'est pas la partie la plus essentielle. Ils ont d'autres complications. La montre, c'est vraiment un peu. Les pierres, c'est vraiment accessoire sur la montre. Donc, eux, si on leur apporte les pierres, ils sont très contents. Sinon, ils feront un modèle avec du diamant où ils arriveront à se fournir plus facilement. Et c'est quelque chose qui est très standardisé. Donc, que ce soit fait ici ou à l'étranger, ici ce sera beaucoup plus cher. En Thaïlande, en Inde ou autre, ce sera des prix qui seront beaucoup moins chers. Pardon? C'est une question de pays, oui. Moi, j'avais une petite question sur les pierres d'un certain prix. Que demandent les acheteurs? Est-ce qu'ils vous disent tu me tailles ça en préservant le poids, tant pis pour la brillance, ou bien parce que vous disiez Ultratech, c'est quand même de la taille de précision. Alors, ou alors est-ce qu'ils vous disent non, moi je veux une pierre parfaitement taillée pour qu'elle rende le maximum de brillance, tant pis si tu perds un petit peu de poids. Quel est le trend? À mon sens, c'est vraiment en fonction de la pierre et en fonction du client. Donc il y a des clients qui vont, par exemple, vous avez une pierre qui fait 10 carats 0,5, il faut juste resurfacer tout ce qu'on peut, mais garder les 10 carats. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours la même histoire, garder le plus de poids, faire briller le plus possible. Non, dans l'idéal, c'est vraiment de faire le mieux possible, mais sauver quand même. Donc il faut vraiment trouver un compromis à chaque fois. Ça dépend si c'est un vendeur de pierre. Un vendeur de pierre voudra garder le maximum de poids, alors que si c'est un bijoutier, il veut que ça rentre dans le bijou. Et après, il y a des compromis où on améliore un peu la taille, mais il faut rester au-dessus de tant et tant de carats. On est d'accord. Après, ça dépend ce que veulent vraiment retrouver les gens. Il y a certaines personnes qui vont tailler des pierres pour essayer de garder un maximum de poids, et juste le maximum de poids, peu importe la couleur, peu importe si ça brille, peu importe quoi que ce soit, ils veulent juste du carat.
c'est tout ce qu'ils souhaitent. Et il y en a d'autres qui vont chercher vraiment plus la brillance, hein. Et puis comme tu le disais pour les bijoutiers par exemple, eux ils ont par exemple des dimensions qui sont déjà demandées, une certaine hauteur maximum de pierre, et parfois c'est comme le disait Thibaut tout à l'heure, c'est un juste équilibre à avoir pour avoir la brillance, le poids, la bonne hauteur de pierre pour que ça rentre, etc. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'étranger, c'est le prix est au carat, au carat de pierre finie. Donc, plus la pierre est grosse, plus le lapidaire, ou en tout cas l'employeur, est payé. Et aussi dans certains cas, dans certains pays, les pierres ne peuvent pas être exportées si elles ne sont pas taillées. Donc du coup, on place quelques facettes sur le brut pour faire semblant qu'il soit taillé. Et on le présente ici, et les vendeurs le savent que la pierre va être achetée pour être retaillée derrière. Merci pour vos réponses précises. C'est toujours très intéressant d'avoir des techniciens. J'avais une question sur le choix cornélien entre on pose la couleur ou on garde du carat, j'ai compris. Toujours dans la taille, par exemple pour du diamant, une taille 8-8 versus une pleine taille, à partir de quelle dimension pour vous il faut s'arrêter sur le 8-8 ? À partir de quelle dimension, quel diamètre c'est intéressant de passer sur une taille complète ? Ça, c'est une question un peu difficile. Ça dépend du résultat qui est attendu. Forcément, on va passer beaucoup plus de temps sur une taille à 57 facettes que sur une taille 8-8. Après, ça dépend qui est-ce qui va regarder la pierre au final. Ça dépend comment on veut la présenter. Dans une majorité des cas, les tailles 8-8, il y a des gens même qui essayent de ne plus en faire du tout. Même si la pierre, elle fait 0,6 mm, et ben, ils vont demander 57 facettes. Alors après, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir ça comme résultat à la fin ? Bon, c'est une question qui se pose. Quand on va regarder à la loupe, oui, on va voir qu'il y a 8-8 ou 57 facettes, mais le résultat final, la pierre, elle est vraiment minuscule. Alors les unes mises à côté des autres, puis avec le métal et avec ci, ça, est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Ça, la décision, elle revient au final au client. Est-ce qu'il est prêt vraiment à laisser les tailleurs passer plus de temps sur les pierres ou pas ? D'accord, donc l'idée de se dire une 8-8, c'est bien pour garder quand même un peu d'éclat sur une toute petite pierre, c'est pas forcément la vérité. C'est bien ça. Garder une taille 8-8 ou 57 facettes, dans tous les cas, le but c'est d'avoir une certaine partie de la lumière qui fait de la brillance. Donc au final, le résultat sera un petit peu différent, mais c'est être très très pointilleux. C'est comme si on demandait à avoir des pierres qui n'ont vraiment aucune trace de poli, ou alors aucune égrisure. Ça arrive que parfois, pour certains bijoutiers, ils ont des pierres, dans leur lot, il y en a quelques-unes qui ont une toute petite cassure dans un coin, une toute petite égrisure, mais ils vont les utiliser quand même. Ça altère un petit peu la brillance de la pierre, forcément. Mais pour lui, ce sera suffisant. Après, d'autres clients vont demander vraiment quelque chose de parfait. Et à ce niveau-là, ils vont demander aucune trace de poli, pas d'égrisure, 57 facettes, le grand classique, les bonnes dimensions, proportions, angles, tout parfait, quoi. Donc ça, après, c'est vraiment à la demande du client. Je trouve que c'est aussi, pour rebondir, c'est aussi pour les bijoux anciens. Il y a beaucoup sur les bijoux anciens, même des pierres de 1, 2 carats. Encore une fois, c'est pour redonner du charme à certains bijoux où il manque une ou deux pierres. Donc si vous avez par exemple des couronnes ou comme ça, où il y a quelques pierres qui manquent, on va être amené à retailler ça. Mais la 8-8, c'est pas quelque chose de classique. Ça se fait encore un petit peu, mais j'ai l'impression que ça disparaît petit à petit au final. Pour clore cette question de la double taille, on voit encore des 8-8 de 1,35 mm, 1,50 mm, 1,65 mm, et on voit aussi de la pleine taille de 0,45, 0,50. Donc, est-ce que la raison de choix de cette taille-là, c'est vraiment la dimension de la pierre ? Je crois pas. Je pense que c'est quand même, quand on met des gros 8-8, ça peut être très joli aussi pour quelque chose d'un peu différent, d'un petit peu ancien, un look un peu... Peut-être on utilise moins de diamants, mais c'est des... Comment dire, ça reflète la lumière avec des grosses facettes, c'est un autre effet qu'une pleine taille.
Et en même temps, je ne sais pas si vous avez déjà vu du 0,45, 0,50 pleine taille. Même avec une loupe 10x, voir qu'il y a ces pleines tailles, on peut mettre des chips de diamant, ça marche aussi. Donc voilà, ça aussi, on fera peut-être une table ronde sur le design horloger et joaillier, puis comme ça on pourra demander aux designers qu'est-ce qu'ils choisissent et pourquoi. C'est une bonne idée, ça. C'est un autre sujet de table ronde. On est tout bon pour les questions. Merci beaucoup de votre présence. Merci à nos intervenants. Merci beaucoup on pour a vos toujours réponses. les conversations qui continuent dans le salon jusqu'à la fin aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.